Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de souci au niveau du son. Donc, on ne va pas tarder à commencer. Vous êtes assez nombreux déjà à vous être connectés. Les derniers vont sûrement pas tarder à arriver. Déjà, je me présente. Je suis Samuel. Moi, je suis en charge des opérations marketing et communication pour Stambia France. Je suis accompagné ce matin avec Tiki, notre architecte solution. On va passer ensemble une petite trentaine de minutes. On a fait volontairement un format assez court, assez concis pour aller à l'essentiel et vraiment se concentrer sur l'intégration de Snowflake. Donc, il y aura un certain nombre de concepts clés sur la technologie Stambia qui ne seront pas nécessairement évoqués dans ce webinaire. Donc, je sais qu'il y a dans l'audience, il y a à la fois des personnes qui connaissent bien Stambia, d'autres un peu moins. Néanmoins, on va essayer d'être le plus explicite possible pour que ça puisse être compréhensible pour les personnes qui n'ont jamais vu Stambia auparavant. Donc volontairement, pendant les 30 minutes, c'est nous qui allons prendre la parole. Vous avez bien entendu une zone de chat qui est à votre disposition si vous souhaitez nous poser des questions. Et à l'issue des 30 minutes, on répondra pendant 10 minutes à vos questions. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, en termes d'agenda, ce qu'on vous propose. Alors, voici l'agenda qu'on propose. Donc, bien entendu, on va repartir sur les bases de ce qu'est Snowflake, à quoi ça sert, pour ceux qui ne connaissent pas. On va vous parler aussi un cas client, c'est le cas Cora, les magasins Cora. On vous expliquera leur choix, pourquoi ils ont choisi Snowflake et pourquoi ils ont retenu Stambia pour ce projet de migration vers Snowflake. Ensuite, les enjeux qui tournent autour de l'intégration de données dans Snowflake. Puis, Tiki nous fera une démonstration avec Stambia autour de la plateforme et de la migration de données dans Snowflake. Et comme je le disais précédemment, nous allons ensuite vous ouvrir les questions-réponses pour tous ceux qui en auraient. Et je suppose qu'il y en aura plein. Voilà, donc c'est parti. Je vais laisser la main du coup à Tiki dans un premier temps pour nous présenter la plateforme Snowflake. Et je reprendrai la parole sur la partie du cas client Cora. Tiki, c'est à toi. Est-ce que tu… Oui, c'est Ouais, bon. parfait. Samuel. Et bonjour à tous. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Alors, Snowflake, plus qu'une simple base de données dans le cloud, ça s'est rapidement imposé comme une plateforme de données unifiée et complète, visant à allier les avantages des data warehouse on-premise, du big data et du cloud. Concernant le cloud, le premier fait notable, c'est que la part de bases de données installées dans le cloud versus on-premise n'a fait que croître ces dernières années, au point de probablement devenir majoritaire dans un futur très proche. La principale raison, c'est que les plateformes cloud permettent une évolutivité et un niveau de performance très appréciable avec une administration faible. Si on fait un focus sur Snowflake, son architecture et ses services en font une plateforme permettant d'offrir à la fois scalabilité, performance et concurrence, et dans laquelle toute l'administration est simplifiée grâce au mode SaaS, dans laquelle on gère indépendamment capacité de stockage et puissance de calcul, où toutes les requêtes se font toujours en SQL, et dans laquelle on va faire converger les notions de data warehouse et de data lake, d'où l'appellation de Cloud Data Platform. Je redonne la parole à Samuel qui va vous raconter le cas de notre client Cora, qui s'est justement posé cette question de pourquoi choisir Snowflake. Et je te remercie, Tic, pour cette première introduction autour de Snowflake. Donc, pour faire simple avec Cora, donc Cora, tout le monde ne connaît peut-être pas cette enseigne. On pourrait penser que c'est une petite enseigne, et pourtant, le groupe Louis Delhaize, c'est un groupe qui fait aujourd'hui plus de 8,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6,4 en France, ça c'était en 2018. Donc, c'est une force vive de 18 000 salariés pour Cora. Les magasins Match, 4 700, donc assez présents plutôt dans le nord de la France, mais également en Belgique, en Luxembourg et dans les DOM-TOM. Et donc, c'est à peu près 135 magasins pour Match et un peu plus de 100 magasins pour Cora. Donc, voilà un petit peu pour planter le décor. Donc, ils évoluent bien évidemment dans le milieu du retail. Et si on reprend un petit peu le contexte aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le retail est une des industries qui évolue de façon très exponentielle. Il y a beaucoup de changements.
Donc effectivement, Cora, ils ont à un moment donné dû, avec ces besoins d'empilement au final de différentes technologies au fil de l'eau, ils sont passés de gros systèmes tels que Oracle, et maintenant donc ils vont vers des nouvelles plateformes de type Snowflake. Et donc, ils ont besoin de faire cohabiter finalement un certain nombre de technologies. Et pour ça, ils ont dû renouveler leur stratégie d'intégration de données. Donc, ils avaient besoin pour ça d'être beaucoup plus agiles, d'améliorer finalement leur performance tout en réduisant les coûts pour effectivement aller beaucoup plus vite parce qu'il y avait un nombre de références produits qui était exponentiel, des échanges à la fois internes mais externes avec les fournisseurs qui étaient en croissance. Et tout ça, ils avaient aussi besoin d'avoir une meilleure visibilité sur leurs coûts au niveau des projets de data intégration. Et dernier point, ils avaient en interne du patrimoine existant. Pour ceux qui connaissent, l'ETL, c'est Oracle Data Integrator, qui est anciennement Synopsys. Donc, ils se sont rapprochés finalement de Stambia pour étudier ce renouvellement sur la partie intégration de données. Donc simplement pour remettre dans le contexte un petit peu de la chronologie des différents projets qui ont été menés avec le groupe, ils n'ont pas fait un effet Bing Bang avec Stambia du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement. Donc dans un premier temps, c'est Cora Belgique qui en 2009, c'était pas très loin après la création de Stambia, qui se sont posés finalement cette question en termes de renouvellement de leur stratégie d'intégration de données, qui se sont rapprochés de Stambia. Ils ont choisi Stambia et ce n'est qu'en 2015 que la centrale d'achat, on parle bien de la centrale d'achat de Cora France, s'est également posé ces mêmes questions et 2 ans plus tard, ils ont effectivement, Cora France a passé le cap d'aller sur du Stambia, de migrer leur patrimoine avec Stambia. Et dernièrement, c'est les petits derniers, c'est les supermarchés Match qui en 2019 ont finalement également retenu Stambia pour toute leur stratégie d'intégration de données. Et donc c'est ce qu'on va voir un petit peu les projets qui ont été réalisés. Donc il y a les premiers projets, c'était des projets globaux au niveau de la BI, de l'alimentation de référentiels de BI pour les différentes enseignes. Il y a eu de l'échange de données de type interapplicatif pour alimenter leurs ERP, leur catalogue produits de type PIM, pour la gestion aussi avec des API pour communiquer avec leurs fournisseurs. Et le projet qui nous parle aujourd'hui, qui nous rassemble autour de ce webinaire, c'est la migration de leur data warehouse, qui était à l'époque sur Sybase IQ et vers le cloud de Snowflake. Donc ça, c'est dans les enseignes Cora. On peut s'interroger justement pourquoi ils ont retenu Stambia comme outil. Ils étaient déjà équipés. Donc, il y a un certain nombre de facteurs clés de succès qui ont fait que Stambia était vraiment retenu pour cette approche. C'est ils étaient vraiment convaincus de l'approche ELT. Comme je l'ai dit, ils avaient de l'ODI avant et ils étaient 100% convaincus que l'ELT, pour gérer des grosses volumétries de données, c'était finalement la meilleure solution pour eux, pour gérer l'ensemble des projets d'intégration de données. Donc ça, c'était un des premiers éléments clés que Tsic nous expliquera un petit peu dans les concepts clés de Stambia. Le deuxième, c'est effectivement qu'on a des outils de migration qui vont de ODI à Stambia. Ça suit un petit peu les mêmes paradigmes. On ne va pas rentrer dans ce cas-là, mais si jamais ça vous intéresse, ces sujets, pour ceux qui connaissent Oracle Data Integrator, on va animer le 7 juillet d'ailleurs un autre webinar où on va se focaliser sur cette partie-là, sur ces outils, cette méthodologie qui nous permet rapidement d'accélérer, d'industrialiser la reprise de flux provenant de l'ETL ODI pour migrer vers Stambia. Un des troisièmes points, c'était le fait de finalement se reposer sur une solution unique qui allait couvrir finalement l'ensemble des besoins pour leur intégration de données. Ils avaient aussi besoin d'un gain d'autonomie au niveau du métier. Donc aujourd'hui, ils arrivent à la possibilité, le métier peut lancer finalement la chaîne de production d'alimentation du data warehouse. Donc ça, c'était un élément clé. Et le dernier point, c'était aussi la proximité avec l'éditeur. Donc Stambia, on est un éditeur vraiment à taille humaine où on est assez réactif au niveau du support. On a des équipes projets qui sont vraiment là pour s'impliquer dans la réalisation et on est 100% dédié sur la partie intégration de données. Donc effectivement, ça en fait un acteur important et de proximité pour la réalisation des projets de ce type-là. Donc pourquoi finalement Snowflake a choisi Stambia? Ça peut être, je peux te laisser Oui. le faire. Oui. C'est qui? Alors, du coup, on vient de voir pourquoi Cora a choisi Stambia. Maintenant, voyons pourquoi ils ont choisi Snowflake. Alors, le premier facteur clé d'adoption a été l'architecture élastique de Snowflake, donc, où sont séparées les couches de stockage et de calcul. Et c'est ce qui permet d'avoir une scalabilité quasiment illimitée.
Ensuite, c'est la simplicité d'utilisation et d'administration de Snowflake, avec une interface très épurée. Et c'est clairement ce qui a été recherché quand ils ont choisi une offre SaaS dans le cloud. Enfin, dernier critère, mais pas des moindres, vu que Stambia avait déjà été choisi par le groupe comme outil d'intégration de données pour tout projet, comme l'a expliqué Samuel, il fallait donc que le nouveau Data Warehouse puisse être utilisé à pleine capacité avec Stambia. Et c'est pour ça que dans la décision finale de Cora, l'existence du connecteur Stambia pour Snowflake a été un critère décisif dans l'adoption de Snowflake. Malgré leur attrait, la bascule vers les plateformes cloud telles que Snowflake peut générer énormément de questions. La première question est souvent comment on migre son patrimoine existant. Donc, comment on récupère simplement son modèle de données? Et puis, en termes de données, comment migrer ces données on-premise vers Snowflake? Pour répondre à ce besoin d'industrialiser la migration, on va s'arrêter d'abord sur l'une des notions fondamentales de Stambia, que sont les templates. Les templates, ce sont des modèles de process techniques prédéfinis et réutilisables. Ils servent d'abord à industrialiser, c'est-à-dire à gagner du temps de développement, et ils servent aussi à standardiser, c'est-à-dire gagner du temps de maintenance. Ceci est rendu possible car les templates prennent en charge la complexité technique en la séparant de la logique métier. Par exemple, partons du besoin de répliquer un schéma depuis une base de données on-premise vers notre nouvelle base Snowflake. On peut en profiter pour migrer les données par la même occasion. Et du coup, uniquement à partir de ces quelques informations, Stambia va automatiquement générer tous les process Snowflake grâce au template de réplication. Donc, ce template de réplication, il va générer tout le code SQL nécessaire à la création des tables, des clés primaires, des clés étrangères. Et ensuite, il va aussi séquencer l'export des données, le renvoi vers le cloud et enfin le chargement dans les tables cibles Snowflake. Donc, grâce à cette approche par les templates, le besoin va automatiquement générer les process techniques. Donc, voyons concrètement comment ça se traduit dans Stambia. Donc, ici, nous sommes dans le designer, qui est l'unique interface de développement dans Stambia. C'est-à-dire que qu'importe les types de projets d'intégration de données sur lesquels vous allez travailler, que ce soit de la business intelligence, des API, du big data, du cloud, de l'échange interapplicatif, on utilisera toujours uniquement cette interface de développement. Donc, dans Stambia, on va manipuler principalement trois types d'objets. Premièrement, les métadatas, qui vont être la représentation des structures de données de différents systèmes sources et cibles. Les mappings, c'est là où on va définir les relations entre les métadatas et les différentes règles de transformation de données. Et enfin, les process, qui sont des sortes de workflows où on va pouvoir ordonnancer les différents mappings et d'autres types d'actions. Dans Stambia, tous les projets commencent par les métadonnées. Donc, on a plein de types de métadonnées. Dans cette démo, je vais commencer par créer une de type SQL Server qui sera ma base de données source on-premise. Donc, je lui donne un nom. Ensuite, je vais m'y connecter. Et récupérer les informations du schéma qui m'intéresse. Et à partir de là, je vais pouvoir faire du reverse engineering pour récupérer la définition de ma base, donc qui contient un schéma. Le schéma contient des tables et les tables sont composées de colonnes, de PK et de FK. À ce niveau, je peux aussi consulter les données.
Donc, on a un requêteur SQL intégré, ce qui va permettre de gagner un peu de temps et de, encore une fois, simplifier la vie du développeur. Donc, j'ai fini de définir la metadata de ma base de données source. Je vais faire la même chose avec ma base de données Snowflake. Donc, je crée une métadonnée de type Snowflake. Je rentre les informations de connexion. Donc, comme je l'aurais fait avec une base de données on-premise. Et enfin, je récupère le schéma qui m'intéresse. Donc là, si je vais dans Snowflake, je peux voir que mon schéma est vide, il ne contient aucune table. Donc une fois que j'ai fini de définir mes métadonnées, je vais passer au template de réplication. Donc je sélectionne mon template de réplication. Et là, je vais juste avoir à lui indiquer quelle est ma source de données. Donc la source, j'ai dit que c'était mon schéma sur SQL Server. Et quelle est la cible? La cible, c'est mon nouveau schéma sur Snowflake. Ensuite, j'aurai simplement à définir qu'est-ce que je veux faire ici. Donc, je vais lui dire de créer les tables, créer les PK, créer les FK. Et, comme je disais, on va aussi charger les données. Et uniquement à partir de ça, donc uniquement à partir de la définition du besoin, je vais pouvoir exécuter et Stambia va, de manière automatique et industrielle, générer toutes les tables dans mon schéma cible. Donc là, j'exécute. Et ce que je vais voir, c'est que le nombre de lignes insérées dans la cible va augmenter au fur et à mesure. Donc ici, je peux voir les statistiques qui avancent. Ensuite, si je rentre dans le template en lui-même, je vais pouvoir vérifier tout le code qui a été généré. Donc, il n'y aura pas du tout d'effet boîte noire. Je vais pouvoir voir tout ce qui a été fait par Stambia. Donc là, je vois que j'ai un script de création d'une table, par exemple. Et dans la partie chargement, je vais pouvoir voir que j'ai chargé les données au final grâce à la fonction copy into. J'ai chargé du coup les données dans ma cible. Vérifions si j'ai bien maintenant des tables dans Snowflake. Donc on voit là que j'ai bien des tables qui ont été créées. Et si je vérifie les données, les tables ont bien été remplies et avec les mêmes données que j'avais en source dans SQL Server. Donc là, on a vu comment, du coup, de manière industrielle, je peux migrer les données de manière très simple, sans me préoccuper de la partie technique, uniquement de mon besoin. Une fois que la question du patrimoine existant est réglée, une autre question arrive, c'est avec quels outils construire et industrialiser ma plateforme data dans le cloud. Donc là, on peut distinguer trois grandes phases dans la construction. La première, c'est l'ingestion, c'est-à-dire intégrer les données brutes de sources diverses, et cela de plusieurs manières possibles. Donc, ça peut être en batch, en micro-batch ou en streaming. Certaines données seront stockées directement dans des tables Snowflake
et d'autres seront stockés sous forme de fichiers dans les plateformes de stockage cloud comme Amazon S3, Google Cloud Storage ou Microsoft Azure Blob Storage. Deuxième phase, la préparation. C'est là où on va nettoyer et contrôler les données brutes afin de créer des modèles de données propres et homogènes. Et enfin, dernière phase, les applications. C'est ce qui va servir à pouvoir optimiser les performances de la plateforme en créant des modèles de données spécifiques pour chaque application. Pour gérer ces trois phases avec une seule interface et une seule manière de développer, Stambia se différencie grâce à son approche top-down. Donc, au travers d'un mapping de données, le développeur se concentre uniquement sur les règles fonctionnelles et sur la question « Qu'est-ce que je fais avec mes données ?» Le comment sera généré automatiquement par Stambia. Donc, tout le process technique, c'est-à-dire le séquencement de diverses opérations, sera généré par Stambia à partir du mapping et à partir des templates dont on a parlé précédemment. Grâce à cette approche top-down, le développeur fait donc principalement un focus sur ses données avant de se préoccuper de la complexité technique. Voyons maintenant un mapping en action. Donc là, on revient sur un cas de BI traditionnel. On va avoir des tables sources qui sont T-Billing et T-Billing Lines qui viennent d'une base de données on-premise. Et les tables de dimension et la table de fait sont, elles, sur ma base de données Snowflake dans le cloud. Ce qu'on remarque ici, c'est que je ne me préoccupe pas de savoir comment je fais des jointures entre des tables de bases de données différentes. Je me concentre uniquement sur les règles fonctionnelles que le métier m'a données et je laisserai Stambia s'occuper de la partie technique pour régler la question de comment on fait concrètement cette jointure entre des tables on-premise et des tables dans le cloud. Pour corser les choses, je vais même ajouter un fichier JSON en entrée. Parce que peut-être que le métier m'a dit qu'avant d'intégrer les données dans la table de fait, il faut vérifier que les clients sont bien listés dans un fichier de référence. Donc là, je vais rajouter une relation de type exist, par exemple. Ensuite, je vais peut-être ajouter du contrôle de données. Et ça, je le fais en activant le template de rejet. C'est un template qui va me permettre d'appliquer des contrôles sur les données avant de les intégrer dans la cible. Et ces contrôles se définissent au niveau des métadonnées. Donc, dans la métadonnée, je vais pouvoir définir d'abord des contraintes techniques, mais ça, ce sont les contraintes qui existent directement au niveau de la base de données. Donc, ce n'est pas moi, au niveau de l'intégration de données, qui vais les définir. Par contre, je vais pouvoir aussi définir des contraintes personnalisées que je vais définir moi-même. Donc, je vais définir leur nom, leur description et surtout les conditions. Ici, par exemple, je veux vérifier que les montants de chaque ligne sont bien supérieurs à 10. Si ce n'est pas le cas, je veux créer un rejet avec un code de rejet et un message de rejet. Donc, dans ce mapping en particulier, je n'ai pas envie de vérifier les contraintes techniques, je veux seulement vérifier la contrainte sur les montants. Donc, à partir de ce mapping, je peux directement exécuter. Pourquoi? Parce que Stambia est un générateur de process. Donc, ici, on voit que, comme tout à l'heure, les statistiques de nombre de lignes intégrées et manipulées augmentent au fur et à mesure. Donc, je peux encore une fois naviguer dans les process et dans les sous-étapes pour voir ce qui se passe réellement. Ici, je vais voir par exemple que dans un premier temps,
on va sélectionner les lignes sur les tables sources et le résultat de cette jointure, je vais le charger directement dans Snowflake et dans une table, intermédiaire dans Snowflake. Ensuite, je vais pouvoir vérifier que les contrôles de données ont bien été appliqués. Et ce que je vais voir ici, c'est le code SQL d'insertion dans la table de rejet où on a vérifié que les données ne sont pas supérieures à 10. Là, on voit que j'ai deux lignes qui ont été rejetées. Donc, si je retourne dans mon interface Snowflake, déjà, je vois qu'une table de rejet a été automatiquement générée. Donc, c'est le template de rejet Stambia qui s'en est occupé. Et si je regarde les données, je retrouve bien qu'il y a deux lignes qui ont été rejetées avec le message que j'avais moi-même défini, le code de rejet et surtout les données sources qui ont été rejetées. Donc, comment ce process a été généré? Il a été généré à partir du mapping et à partir des templates. Donc, les templates, on en parle tout à l'heure, mais on n'a pas vu à quel moment on les a configurés. En fait, on les retrouve ici, au-dessus de la cible, et ils sont choisis automatiquement en fonction des technologies des métadonnées sources et métadonnées cibles. Par exemple, ici pour Snowflake, on voit qu'on a un template qui permet de faire du chargement depuis une base de données vers Snowflake. Et c'est ici qu'on va pouvoir choisir des différentes fonctionnalités qui sont spécifiques à Snowflake. Par exemple, je vais pouvoir définir est-ce que j'utilise du stockage par des staging internes ou externes. Donc ça, ce sont des fonctionnalités typiques de Snowflake. Par défaut, il utilise le stockage interne, mais en fait, au niveau de ma métadonnée, je pourrais très facilement définir un stockage externe. Donc, au niveau de la métadonnée, je peux dire que le stockage sera externe, et là, j'aurai simplement à glisser-déposer la métadonnée de mon stockage cloud, que ce soit Microsoft Azure Blob Storage ou Amazon S3. Je vais le glisser-déposer dans ma métadonnée Snowflake et automatiquement, les templates Stambia sauront que quand ils vont charger les données dans Snowflake, il faudra passer par le Blob Azure, mais le développeur n'aura pas à se soucier de ça. C'est le template qui va s'occuper de tout. Donc, le développeur s'occupe vraiment d'écrire uniquement les règles fonctionnelles de données dans le mapping. Il choisit le comportement souhaité en paramétrant les différents templates. Et à partir de là, Stambia va générer tous les process techniques et ceux-ci vont être visibles et ouverts, donc on n'aura pas d'effet boîte noire. Pour finir, le dernier enjeu qui arrive souvent dans un second temps, mais qui en fait est fondamental, ça va être comment maîtriser les coûts du cloud. Donc, dans le cloud, les coûts sont liés à l'usage de la puissance de traitement. Donc, la première question, ça va être comment gérer la transformation de données qui va elle-même générer de l'usage pour maîtriser au mieux ses coûts. Pour cela, il faudra sûrement suivre les bonnes pratiques recommandées par Snowflake en utilisant leurs différentes fonctions natives. Du coup, pour pouvoir mettre ça en application, peut-on continuer à utiliser son ETL? Peut-être doit-on repasser par du scripting manuel? Et qu'en est-il de l'approche ELT? Premier élément de réponse, on vient de voir dans la démonstration précédente que Stambia possède des templates spécifiques à Snowflake qui vont permettre d'optimiser son usage en proposant des fonctions natives Snowflake. Donc, ces templates permettent une meilleure maîtrise des coûts
Et c'est aussi le template qui va gérer les problématiques techniques telles que générer un code mis à jour en fonction des différentes fonctions de Snowflake, des différentes versions de Snowflake. Pardon. Enfin, dernier concept technique fondamental de Stambia, c'est l'ELT. Avec les outils traditionnels, type ETL, les transformations sont faites par un moteur de transformation propriétaire qui doit être installé sur un serveur dédié. La problématique lorsqu'on travaille avec des données d'un cloud, c'est où placer ce moteur de transformation. Est-ce qu'on le met on-premise au plus près des sources ou bien est-ce qu'on le met dans le cloud? Stambia a choisi une approche différente, celle de la délégation de transformation, aussi connue sous le nom de ELT. Ici, pas besoin de moteur dédié à la transformation, ce sont directement les technologies sous-jacentes qui exécutent les transformations de données. Stambia peut déléguer totalement ou partiellement les transformations de données aux bases de données, qu'elles soient on-premise ou dans le cloud, comme Snowflake. Stambia génère du code optimisé spécifique en fonction de la technologie. Encore une fois, ce code est visible, évitant ainsi l'effet boîte noire. Et ainsi, on peut profiter au mieux des puissantes capacités de transformation de sa plateforme Snowflake. Dernière mise en pratique. Donc ici, on a un mapping où toutes les sources de données sont dans le cloud et la cible également. Si j'exécute ça, déjà ici, on voit que c'est une nouvelle table que je n'ai pas encore créée, mais dans le template d'intégration, je vais pouvoir spécifier que je veux la dropper et la créer à la volée. Ensuite, au niveau stratégie d'intégration, je vais faire de l'append. Je n'ai pas envie de faire de l'incrémental, vu que c'est une table que je vais créer à la volée. Donc, si j'exécute ça, je vais voir déjà premièrement que Stambia a d'abord exécuté un ordre de suppression de la table, puis de création de la table. Et ensuite, on va voir qu'on a généré directement un ordre d'insert dans la cible et avec un select dans la source. Donc ça va permettre du coup de ne pas faire sortir les données de Snowflake. Donc pas d'entrée et de sortie, ça veut dire moins de coûts de transformation. Donc si je regarde dans Snowflake une dernière fois, on va voir que j'ai bien ma nouvelle table qui a été créée et qu'elle a bien été alimentée par mon mapping. Donc, c'est comme ça que l'approche ELT est vraiment la plus adaptée pour exploiter de manière la plus optimisée les capacités de Snowflake. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 30 minutes qu'on a passées ensemble? C'est que, Stambia, grâce à son approche top-down, va vraiment simplifier la vie des développeurs en les aidant au quotidien à améliorer leur productivité. Ensuite, ça va leur permettre aussi de travailler d'une seule manière avec un seul outil, qu'importe les types de besoins d'intégration de données. Et enfin, ça va permettre d'optimiser coûts et la performance en faisant travailler au mieux les systèmes tels que Snowflake. Donc, le composant Stambia pour Snowflake en lui-même, il va permettre de fonctionner en ELT et du coup de faire travailler de manière optimisée notre base de données dans le cloud. Et surtout, ça va permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités offertes par Snowflake, et cela sans avoir à les connaître spécialement au niveau du développement. On va laisser Stambia choisir au mieux ce qu'il faut pour qu'il puisse s'adapter aux usages et du coup maîtriser et optimiser notre plateforme Snowflake. Donc voilà pour les 30 minutes de présentation de ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que vous avez compris en quoi
Snowflake est une base de données, et plus qu'une base de données, mais vraiment une plateforme de données dans le cloud, et en quoi Stambia permet d'optimiser au mieux son utilisation. Merci beaucoup en tout cas à tous. On clôture et puis à très bientôt et bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.